On va essayer de démarrer le dernier panel de cette matinée qui est dédié aux usages de la technologie dans l'éducation, mais vous allez voir que ce n'est pas que l'éducation, c'est l'apprentissage en général. On parle aujourd'hui de l'apprentissage tout au long de la vie. Le Covid nous a montré que l'éducation aussi est un secteur très friand de technologie, très gourmand en technologie, et que la disruption, elle n'est pas loin. Et donc, pour parler de tout cela, j'ai invité avec moi des experts de différents domaines, de différents secteurs, mais qui ont des regards complémentaires autour du sujet. Alors, je commencerai par ceux qui viennent de plus loin. Et donc, j'invite Nicolas Sadirac. Après, Nicolas Sadirac, cofondateur de l'école 01 Talent, il va nous en parler. J'invite aussi Cyril Cueno, qui est directeur associé SIA Partner sur tout ce qui est RH et transformation. Et puis, last but not least, j'invite Benoît Aubert, qui est directeur académique ABS Africa Business School. Bienvenue. Alors, préparez les une ou deux questions qu'on posera à la fin, donc je vous le dis dès maintenant, comme ça vous avez l'exercice. Alors, j'ai commencé, je t'ai invité en premier, je vais poser la question d'abord à Cyril en premier. Quand on parle des techs, je pense qu'on a tous vécu le phénomène Covid et éducation, où WhatsApp permettait de faire des cours. Et c'est là où j'ai envie de te dire, mais quelles sont les technologies aujourd'hui? Alors bien sûr que la crise, le confinement et tout ça nous a changé la donne, mais à votre avis, quand on parle de technologie dans l'éducation, c'est quoi les tendances? Eh bien, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors déjà, je suis très heureux de pouvoir participer à ces assises de l'OSIM, qui est vraiment un événement exceptionnel, et encore plus à cette table ronde. Alors effectivement, si on regarde, et moi je vais vous parler effectivement de ce premier cycle de l'apprentissage, de l'élève jusqu'à l'étudiant. On voit qu'il se passe énormément de choses, et tu l'as dit ça là, donc d'un contexte post-pandémie où finalement l'ensemble du corpus éducatif a été dans l'obligation très vite de s'adapter à l'usage du numérique, à finalement favoriser et mettre en place cette école à distance, qui est un premier élément. Et ça a amené, et on le voit dans beaucoup de gouvernements, dans beaucoup de pays, à réfléchir à des nouveaux modèles de développement où très clairement, le numérique est identifié comme le puissant levier de transformation du système éducatif et l'incubateur des nouvelles pratiques pédagogiques. Alors avec effectivement une ambition de favoriser l'apprentissage, d'essayer de travailler, d'accélérer la performance de cet apprentissage. Et puis le deuxième élément, il est sur la réduction de la fracture sociale et de la fracture démographique. Voilà, alors le tout, effectivement, avec des enjeux économiques qui sont très, très importants, avec beaucoup d'emplois, beaucoup de compétences à forte valeur ajoutée qui s'investissent sur ces sujets. Alors le marché de l'EdTech et puis le marché de l'édition de toutes les ressources et solutions éducatives. Voilà. Et puis, on est aussi dans un contexte où il faut travailler sur la protection des élèves, des étudiants, et donc la protection des datas. Et là aussi, il y a beaucoup d'initiatives en cours pour mettre en place des dispositifs, des commissions nationales de protection des données, où finalement derrière, il y a tout le sujet du respect de la vie privée, de la liberté, et plus globalement des droits fondamentaux de l'homme et de la femme. Voilà, ça c'est un peu le contexte. Alors, effectivement, moi je parle du système académique classique qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Nicolas et Benoît vont peut-être aborder les choses un petit peu différemment par rapport à ce qui se passe et les nouvelles tendances. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux, d'enjeux de court terme par rapport à ce numérique éducatif. Alors je l'évoquais, la gestion de cette fracture numérique et finalement aujourd'hui une situation de maîtrise très hétérogène des outils et des pratiques, et dans bon nombre de pays aujourd'hui une inégalité de l'accès aux ressources médias, les ressources numériques. 75% des élèves en primaire n'ont pas accès ou peu accès,
Et quand on va dans le secondaire et l'enseignement supérieur, on est encore à 50%. Donc il y a quand même un vrai sujet. Et puis il y a le sujet de l'exposition prolongée, voire de l'addiction à ces systèmes numériques, avec toutes ces alertes des professionnels de santé qui disent finalement est-ce que c'est un bien ou est-ce que finalement on va brider, on va limiter le développement cognitif. Et donc ça, c'est un sujet éminemment structurant aussi dans la réflexion. Je passe rapidement sur les préoccupations écologiques. Tout ça, effectivement, ça a un coût, une empreinte carbone lourde. Et bien évidemment aussi toute la question de la pérennité de ces supports digitaux. Qu'est-ce qu'on en fait après usage? Voilà. Et peut-être dans cette partie enjeu, un élément qui est fondamental quand on parle d'éducation, c'est la conservation du lien humain. Et effectivement, de cette capacité à trouver cet équilibre dans l'hybridation de ces pratiques d'apprentissage. Alors, par rapport à tout ça, effectivement, il y a un certain nombre de priorités qui ressortent. J'en vois au moins 3. Alors, on le disait, il y a ce sujet visant à favoriser l'hybridation des apprentissages. Et effectivement, c'est rendre l'élève, rendre l'étudiant beaucoup plus actif, valoriser le temps en autonomie. Alors ça peut passer, vous le savez, par des ateliers de différenciation où finalement on raisonne sur la base de plusieurs outils, les tablettes, bien évidemment sur le sujet de l'autonomie, les robots qui peuvent aussi aider à l'apprentissage, notamment dans l'apprentissage dans le monde de l'informatique, et puis ces fameux écrans numériques interactifs et qui peuvent, donc avec un certain nombre d'initiatives qu'on voit à travers le monde, se matérialiser dans ces fameux espaces numériques de travail où l'idée est de regrouper en fait tout le corpus pédagogique. Alors bien évidemment l'élève, l'étudiant, mais les parents et puis toute la communauté éducative, voire même en dehors. Et donc cet élément, il est essentiel dans la valorisation des productions, d'une part. Il est essentiel aussi dans les prolongements d'activités ou la manière d'opérer un apprentissage un petit peu différent. Et puis, bien évidemment, il vise aussi à proposer des outils sur la formation qui peuvent être intégrés dans ces espaces. Alors ça, c'était la première priorité. Et dans cette première priorité, on voit que c'est pas simple. Le cas de l'école inversée, où il y a des tentatives de mise en place, finalement, cette école inversée, où finalement, pour vous donner quelques éléments si tout le monde n'est pas au fait, c'est l'apprentissage académique, on le fait plutôt chez soi, via des outils, via du e-learning, via des dispositifs particuliers, et finalement, on se retrouve à l'école, on se retrouve dans les collèges, on se retrouve dans les lycées pour du travail participatif, pour de l'intelligence collective, pour de la créativité, et finalement ce qui amène aussi à un vrai sujet visant à mieux motiver l'élève ou l'étudiant. Il y a aussi le sujet de l'encadrement, de la différenciation pédagogique, où bien évidemment ce numérique dans l'éducation doit aussi être l'outil de l'école inclusive. Et ça, c'est un élément fondamental, comment le numérique doit favoriser l'acquisition pour des populations de dyslexiques, pour la population des populations en situation de handicap ou des populations d'élèves ou d'étudiants qui ont un besoin d'un accompagnement personnalisé. Voilà. Et au regard de tout cela, effectivement, il y a l'obsession effectivement de rapprocher l'élève du monde dans lequel il évolue déjà. Alors pour tous ceux qui sont équipés, finalement, Nicolas va revenir là-dessus, on a des élèves, des étudiants qui n'ont pas attendu pour être complètement dans cet usage du numérique. Et finalement, ils se heurtent souvent à un dispositif académique qui n'est absolument pas dans leur monde. Et donc du coup, il va falloir peut-être repenser ces éléments-là et être bien dans une logique où l'élève, l'étudiant, va se préparer à la réalité de l'entreprise. D'ailleurs, j'en profite puisque vous avez fait le lien entre les espaces numériques de travail et d'éducation et la classe inversée. Je pense que Nicolas, il a vécu une expérience de mise en place de classe inversée. Finalement, quels sont les retours
en pratique avec les jeunes élèves en mettant en place ce type d'initiative? Alors, merci. Bon, d'abord, je dis aussi que je suis très content d'être ici, d'autant que notre obsession sur Géant 011, c'est notre motto, c'est Unleash Talent. Nous sommes là pour libérer les talents. Bon, ça correspond bien à ce qui se passe ici. Entre talent et potentiel, on a un écart. Et alors, j'ai écouté le discours de votre ministre du Digital. J'ai rien compris parce que c'était en arabe. Mais j'ai compris, elle a dit 20 fois le mot talent, 20 fois le mot stratégique. Voilà, on est dans une guerre des talents. Aujourd'hui, tout le monde le dit, tout le monde le clé. Nous, on propose de faire la paix, d'organiser cette gestion des talents. Voilà, ça, c'est vraiment notre logique. Alors, dans mon passé, j'ai été effectivement... donc, moi, je suis dans l'éducation depuis 25 ans, l'éducation d'informaticien depuis 25 ans. Et j'ai fait tout un tas de choses. Et on a, en l'occurrence, supporté en France, il y a une association de la classe inversée. Et on a développé la plateforme logicielle qui permet de supporter cette chose-là. Et alors, comme on vous l'a dit, la classe inversée, c'est très simple. Hein, on fait ce qu'on faisait d'habitude en classe avec le prof qui écrit au tableau, on fait ça à la maison. Et puis, les élèves, quand ils viennent à la classe, ils discutent entre eux ce qu'ils faisaient d'habitude à la maison. Donc, on a inversé le process. Les résultats statistiques sont excellents. Il y a énormément de documentation. C'est pas nouveau. Hein, c'est quelque chose qui a quand même... Ça fait une bonne quarantaine d'années que des gens travaillent le font déjà. Donc ça s'est beaucoup amélioré avec le numérique, parce que c'était quand même beaucoup plus compliqué de faire des polycopiés, de leur filer. La logistique était très lourde. Aujourd'hui, c'est très léger. D'autant qu'aujourd'hui, si on prend la France, il y a un corpus complet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de profs qui ont participé à la création de tout. Il y a des fiches de travail. Enfin, tout est prêt, tout est là. Voilà. Là où on a la difficulté, c'est qu'on se demande pourquoi c'est pas adopté partout, parce que les stats sont hyper bonnes. En plus, on s'aperçoit que ça gère très très bien la diversité des gens. Enfin, ça a beaucoup plus d'effets d'autres choses. Enfin, en réalité, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est essentiellement je dirais une forme de conformisme du système éducatif qui rejette ça essentiellement, de mon point de vue, pour une question de peur. C'est-à-dire que, parce qu'en plus, il y a des gens qui ont fait du travail sur les profs qui font la classe inversée, il y a moins de stress, moins de dépression. Enfin, c'est assez performant pour le prof aussi. Mais c'est comme tous les changements, il y a la phase où il faut faire le pas qui est difficile, et le corps a tendance à rejeter ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment Et ça, c'est intéressant de voir que quelque chose qui est important, c'est qu'en réalité, le problème éducatif, c'est très peu un problème d'outils, quoi. Parce qu'on faisait ça avec des polys, bon, c'est vrai que c'était plus lourd, mais en réalité, ce qui est important, c'est avant tout de se poser la question à quoi ça sert. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Et beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question, je pense, d'une façon un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'ils se disent, la technologie nous permet de faire des choses. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est la technologie, qu'est-ce que ça nous impose? Et quand ça nous impose, parce que ça veut dire qu'est-ce que, finalement, au quotidien, nos étudiants vivent, okay, et comment on doit leur apporter ce qu'on va leur apporter par rapport à ce qu'ils vont vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, notre système éducatif, et c'est valable partout, hein, moi je fais des conférences pratiquement partout dans le monde, même à des pays extrêmement avancés comme Singapour, on est resté sur une logique éducative qui est une logique qui est déconnectée de notre réalité future. Pour des raisons assez simples, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 200 ou plutôt 3000 ans d'histoire dans l'éducation, mais enfin, on a un truc assez récent à partir de la révolution industrielle où on a massifié le système éducatif pour répondre à des besoins de notre industrie. Et on n'a pas du tout intégré les changements qui sont actuels. Alors, de mon point de vue, les changements actuels sont assez simples, c'est qu'on est en train de passer d'une économie, ou en tout cas d'une valeur ajoutée de la connaissance, c'est-à-dire que le fait de savoir quelque chose était un avantage sur le fait que quelqu'un ne le savait pas. C'est-à-dire qu'on stockait dans notre cerveau de la connaissance que les autres n'avaient pas accès. C'était assez compliqué. Il fallait aller dans une bibliothèque, trouver le bon bouquin. Enfin, c'était long. À un système où toute la connaissance est accessible librement, immédiatement. Okay, et même si on n'est pas encore totalement rendu là, parce qu'il y a quand même des interfaces, on y vient. Ça veut dire que moi, de mon point de vue, dans peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, on sera capable de simplement penser à quelque chose et avoir immédiatement dans sa tête la réponse. Comme si on accédait directement. On sait déjà le faire. Hein, il y a des expériences de souris qui montrent où on est capable de transférer de la connaissance d'une souris à l'autre, de la stocker, etc. Donc ça veut dire qu'à moyen terme, finalement,
tout le monde saura la même chose. Voilà. On saura à tout moment ce que l'ensemble de l'humanité aura décidé pour savoir. Il y a des côtés, il y a des travers très, très inquiétants à la chose. Hein. Je ne dis pas que c'est formidable, mais en tout cas, on y va. Et il faut bien comprendre que ce qu'on va savoir est de nature totalement différente de ce qu'on sait aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous aurez une recette de cuisine, vous n'aurez pas la recette écrite, vous aurez l'expérience du cuisinier. C'est-à-dire que vous allez avoir son vécu, au sens physique. Vous aurez l'impression d'avoir vécu le cuisinage. Alors aujourd'hui, on prend je vais vous donner une expérience qu'on est capable de faire aujourd'hui. On entraîne une souris à sortir d'un labyrinthe. Okay, on va transférer cette connaissance vers une autre souris. En réalité, la souris qui va recevoir la connaissance, elle ne va pas recevoir un plan du labyrinthe. Elle va recevoir toute l'histoire des ratés de l'autre souris. Hein, et on va aller vers quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui une disparition de la valeur ajoutée de savoir par rapport aux autres. Ça me fait une très belle transition parce que Benoît, qui est amateur de cinéma, et ça c'est la séquence où dans Matrix, Neo apprend à conduire un hélicoptère en instantané. Benoît, avant d'arriver à ce plug and play d'apprentissage, je profite du fait que tu es directeur académique chez Africa Business School et que vous formez les managers de demain, vous formez ceux qui vont permettre à l'entreprise d'être, typiquement on parle aujourd'hui beaucoup de l'entreprise apprenante, et en fait c'est ça, c'est comment est-ce que à l'échelle individuelle on peut apprendre de nouvelles connaissances, mais comment est-ce que de façon organisée, de façon structurée, on arrive à maintenir cette capacité d'apprentissage de nos collaborateurs et on fait justement, on donne naissance à l'entreprise apprenante qui peut en tout cas répondre à des situations de crise totalement nouvelles, répondre à des situations, on sort du Covid, mais on entre dans la guerre en Ukraine, etc. On ne sait pas de quoi le monde est fait. On parle beaucoup du VUCA. Comment est-ce que vous imaginez ce management de l'entreprise apprenante, ou en tout cas comment vous essayez de le mettre en place? La façon dont on le met en place, et je vais m'appuyer sur ça, sur finalement des expériences, différents projets qu'on mène dans le cadre de la formation continue, qui est notre seul métier à ABS. Tout d'abord, effectivement, en intégrant la technologie ou les technologies de l'éducation comme un allié invisible et fort. C'est-à-dire que la première étape, on va construire des parcours de formation, des parcours de learning, et dans ces parcours, on va s'appuyer pour l'animation, pour la diffusion, pour l'interaction, sur des outils qui ne doivent pas poser de problème particulier. C'est-à-dire que, et ça paraît peut-être un lieu commun, mais ça reste encore aujourd'hui un challenge que de trouver des outils qui s'intègrent naturellement dans le cours des choses. Et donc on peut s'appuyer à un moment donné sur du mobile learning si c'est nécessaire dans le cadre de la pédagogie, aller sur des espaces d'interaction si là encore le projet le demande. Et donc déjà c'est de pouvoir choisir des technologies. C'est quasiment un seuil qui nous semble important pour qu'effectivement ça ne soit pas un frein à l'apprentissage. Mais bien entendu ta question elle va bien au-delà d'une question d'utilisation des technologies, mais je voulais vraiment citer ça. La façon dont on agit dans l'esprit d'une organisation apprenante, c'est de garantir que chaque acte de formation, ou en tout cas chaque acte d'apprentissage plutôt, soit orienté vers de l'impact. C'est-à-dire non seulement de l'acquisition de connaissances, un changement d'attitude, mais surtout une mise en pratique qui est naturelle. Et donc finalement, nous aussi on fait nos classes immersées, mais dans un mode un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a des moments académiques, entre guillemets, hein, donc on peut avoir une journée, deux journées, une semaine de cours, pourquoi pas, quelles que soient les modalités, en face à face, en interaction, ou enfin en interaction online, peu importe. Et puis surtout, et ça nous dans notre jargon on appelle ça la partie off the job, mais on veut surtout que derrière il y a un on the job, c'est-à-dire que immédiatement ou pendant même cette formation, il y a des projets derrière dans lesquels les connaissances sont mobilisées, dans lesquels des personnes, ça peut être des personnes d'équipe, des coachs, des consultants, peu importe, sont là pour appuyer le learning. Et donc, on se dit, par exemple, dans la mise en place de projets complexes, il y a une première phase d'étape d'acquisition ou développement de connaissances, compétences, donc avec toutes les méthodologies académiques ou pédagogiques classiques. Ensuite, il y a une phase de déploiement.
Et puis, bien entendu, au cours du déploiement, on essaie de construire l'interaction permanente entre finalement la partie formation et puis la partie application. Et avec des boucles de contrôle, de rétrocession, de feedback, de discussion, appuyées par des espaces virtuels ou réels de discussion, d'échange, pour lever les freins. Et donc, on s'aperçoit comme ça que le learning reste un moment, tout d'abord, important. Par exemple, on a nos 2 jours de formation où on assiste à un séminaire, où on fait du virtuel. Et c'est un moment important parce que je peux me déconnecter un tout petit peu de ma situation professionnelle et puis je réfléchis avec les autres, j'échange, etc. Mais immédiatement derrière, il y a cette mise en application et qui est extrêmement importante. Et c'est par l'accumulation et on va dire le renouvellement de ces projets de formation action, d'action learning, bien que le système de l'entreprise apprenante se met en place. Mais bien entendu, ça sous-entend aussi qu'au niveau des entreprises, il y ait une vraie, une vraie vision orientée autour du learning. C'est-à-dire que ce n'est pas, on peut encore aujourd'hui en parler dans ces termes, ce n'est pas un poste de coût, c'est un retour sur investissement et c'est une logique qui est incontournable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut, sur des choses essentielles de management, eh bien, quand on envoie quelqu'un en formation, il faut qu'il puisse suivre sa formation sans avoir à gérer son job en parallèle. Hein. On parlait hier sur le distanciel, des doubles rôles par moment d'un apprenant qui en même temps fait son job. Ça, ce n'est pas la bonne approche. Il faut qu'il puisse s'en concentrer. Il faut également que les managers soient incités à aller sur du learning. Et donc, ça veut dire que finalement, il faut créer des espaces qui sont des espaces qui vont permettre la performance d'apprentissage tout au long de la vie, avec donc de la technologie si c'est nécessaire. Par exemple, une des entreprises avec lesquelles on travaille met à disposition une bibliothèque de 60 000 ouvrages. Alors, quand on se dit 60 000, on se dit, mais bon, on ne trouve rien. Mais en fait, si moi je m'intéresse, je ne sais pas, à la cybersécurité, il y a peut-être 30, 40 ouvrages et je peux choisir dedans. Donc, ça, c'est un autre facteur. Et puis, on met à disposition du coaching si nécessaire, de l'assistance. On met à disposition des micro-formations ou des formations plus longues. Il faut varier tous les formats. Et dans tout ça, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, dans les EdTech, il y a aussi la question du style d'apprentissage de chacun. Et la construction d'un schéma pédagogique, elle doit aussi garantir que si je suis un peu geek, je vais trouver des outils ou des éléments dans la pédagogie qui me répondent, mais certains continuent à préfèrent la lecture ou préfèrent écouter un expert, etc. Et donc, on varie dans la conception pédagogique tous les schémas. Et un dernier point que je voulais souligner, c'est la réussite aussi de ces organisations apprenantes. Elle nécessite aussi par moment d'événementialiser tout le processus pédagogique. Ce n'est pas juste de dire vous allez suivre un cours puis derrière vous le mettez en œuvre. C'est aussi par moment de se dire on va pouvoir rencontrer un expert international reconnu. On va pouvoir avoir une session d'échange. On va avoir une cérémonie de remise de certificats ou je ne sais pas quoi, parce que ce sont des éléments qui continuent à montrer des feedbacks, à faire plaisir aux gens. Il ne faut pas occulter tout ça, c'est extrêmement important. Donc c'est d'arriver à créer finalement cet événement et au fur et à mesure, si le top management impulse bien tout ça, naturellement, en fait, l'apprentissage tout au long de la vie continue. Enfin, c'est un style, pardon. Parfait. Je crois que Cyril avait quelque chose sur laquelle il voulait rebondir. Oui, non, juste en rebond par rapport à ce qui a été dit, et si on prend le point de vue de l'entreprise, effectivement, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à des mutations qui sont de plus en plus profondes et de plus en plus rapides. Hein, et notamment, l'exemple clé ou le fil directeur de tout ça, c'est la transition énergétique, la transition écologique. Hein, donc, tous les groupes aujourd'hui doivent complètement se transformer et hyper rapidement par rapport notamment à ce sujet-là. Et on voit dans les entreprises cette oscillation ou ce questionnement, notamment sur le positionnement de ces académies de formation qu'on peut avoir dans les entreprises, la fonction RH et finalement le COMEX ou les niveaux de décision d'entreprise. Et là, on sent qu'il y a une vraie étape, une vraie rupture qui est en train de s'opérer. Comme disait Nicolas, effectivement, sur la connaissance,
tout est sur étagère. Vous avez maintenant des sites en ligne qui proposent tout ce que vous voulez. Formation hard skills, formation soft skills. Il n'y a aucun souci. On trouve énormément de choses. Et donc, effectivement, le levier de la formation est finalement la capacité à avoir l'upskilling ou le reskilling des entreprises doit être orienté sur les résultats de ces mutations. Qu'est-ce qui va faire que demain, mon entreprise sera compétitive? Qu'est-ce qui va faire que demain, mon entreprise va réussir sa diversification? Qu'est-ce qui va faire que demain, mon entreprise va réussir sa croissance, voire son hypercroissance? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises dans cette situation-là. Et donc, du coup, le sujet du learning, le sujet de la formation est un élément majeur, mais il s'inscrit, vous l'avez bien compris, dans toute cette démarche du skills management, de gestion des talents, dont une partie peut être outillée. Et là, sans rentrer dans le détail, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. On en parlait hier sur tout ce qui est volet sourcing ou autre. Maintenant, il y a, via l'intelligence artificielle, la capacité à complètement sélectionner et à cibler les bons profils pour une entreprise sur un besoin donné. On voit qu'aujourd'hui, dans la projection des compétences, on a aussi des modèles qui permettent de projeter, qui permettent de trouver les bonnes compétences au bon endroit. Et on voit aussi qu'on a maintenant des outils qui permettent de définir ces nouveaux parcours de formation orientés sur l'impact de la transformation, sur la résultante de la transformation de l'entreprise. Mais au-delà de ça, d'un point de vue RH, la question se pose aussi de devoir sélectionner non seulement des gens qui ont déjà des compétences, on va dire hard skills, mais ceux qui sont capables d'accompagner l'entreprise dans son parcours d'apprentissage. Quelles sont les nouvelles compétences justement que l'entreprise apprenante, elle va commencer à chercher dans ses nouvelles recrues? Alors, effectivement, il y a plusieurs niveaux, mais la compétence managériale dans la capacité à piloter des programmes de transformation, elle est essentielle. Si on revient sur la chose publique aujourd'hui, la transformation des États, la capacité à rendre plus performants les gouvernements, les ministères dans les différents pays, une des difficultés, selon moi, est qu'il y a une énorme difficulté à trouver des bons patrons de programmes de transformation. Donc, comment on fait monter en compétence ces profils pour réussir ces transformations? Le deuxième élément, c'est effectivement le sujet de l'intelligence collective, de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ces montées en compétences doivent aussi passer par beaucoup plus de sessions collectives. Et Nicolas va rebondir dessus sur le sujet de la créativité, sur le sujet de l'innovation, mais qui sont les éléments majeurs aujourd'hui permettant d'anticiper et de projeter une entreprise dans sa mutation. D'ailleurs, vous m'avez tendu la perche. Nicolas, créativité, intelligence, est-ce que vous êtes satisfait du produit aujourd'hui? Je connais la réponse, mais je vais la partager avec l'audience. Je vais revenir sur la discussion qu'on vient d'avoir, qui me paraît être vraiment symptomatique de la discussion. Parce qu'on est en train de parler de processus d'acquisition de compétences. À mon sens, ça n'a plus aucun sens. Ce n'est pas des compétences qu'on cherche. Parce que, encore une fois, si vous voulez, on revient sur un système centralisé où on imagine qu'on est capable de définir la liste des compétences dont l'entreprise aurait besoin et qu'après, on va fermer un processus qui va permettre de transmettre ça à un certain nombre d'employés qui seraient susceptibles de les, entre guillemets, incarner. Okay. Mais aujourd'hui, les entreprises sont strictement incapables de faire ça. Elles ne sont pas capables de définir le set de compétences qui va leur permettre d'être concurrentes demain. D'ailleurs, si elles étaient capables de le faire, elles seraient plus compétentes parce que les autres l'auraient fait aussi. Donc on est dans un jeu qui est un jeu qui n'est plus basé sur la capacité à produire. Ça, c'était valable avant quand on fabriquait des voitures et qu'il fallait, l'objectif, c'était de fabriquer le plus de voitures pareilles possible dans le moins de temps possible. Quand on était dans la phase d'industrialisation. Aujourd'hui, cette phase, c'est les robots qui la font, de plus en plus. Moi, j'ai visité une usine en Corée où il n'y a pas d'humains. Il y a 3 humains, je crois, et ils fabriquent je ne sais plus combien de voitures par jour. Enfin, il y a des robots partout. Okay, et eux, les robots, ils ne font pas d'erreurs. Donc, à partir du moment où on les a fait faire, ils répètent, et puis il y a même des process au cas où il y aurait quand même des erreurs qui éliminent la voiture. Donc, on n'est plus dans ce cadre-là. Et alors, on y est encore un peu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas à 100% automatisé sur les robots. On n'est pas non plus à 100% automatisé sur les tâches dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, il faut bien se comprendre qu'à moyen terme, tout ce qui est basé sur de la connaissance, son traitement, va être fait par un automate, par un ordinateur
vous l'appelez un robot, vous l'appelez une intelligence artificielle, vous l'appelez une base de données, vous l'appelez ça comme vous voulez, mais au final, la valeur tout ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, on va amener des compétences aux gens qui sont quoi? Du savoir-faire des processus et savoir connaître ce processus, ça, c'est des machines qui le font. Okay. Donc, qu'est-ce qui reste en valeur ajoutée pour les êtres humains? C'est deux choses. C'est notre capacité à être créatif et surtout notre capacité à être empathique. C'est-à-dire notre capacité à co-créer des solutions. Et cette co-création est très importante parce qu'on est arrivé certainement à un point où la créativité individuelle ne suffit plus. La complexité des problèmes fait que ce sont des collectifs intelligents. Et être capable de participer à un collectif intelligent, c'est quelque chose qui est à la fois inné et pas si inné que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous regardez des enfants très jeunes, ils le font très bien. Et notre système social éducatif a tendance à réduire ça, et on a beaucoup de statistiques là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'arriver à restaurer cette chose-là. Et c'est ça qui va créer une entreprise apprenante. Ce n'est pas des patrons d'entreprise qui vont dire on va devenir apprenante. Une entreprise, elle est apprenante quand tout le collectif est apprenant. On parle toujours d'innovation, mais dans une entreprise, l'innovation, ce n'est pas l'entreprise qui est innovante, c'est l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et chacun des individus, vous vous dites, il y a beaucoup de gens qui ont toujours l'impression qu'une entreprise, elle a une idée, et puis après, elle a des mecs qui la fabriquent. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que tous les gens qui fabriquent des choses participent à l'incrémentation de cette idéation. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer tout le mindset de tout le monde dans l'entreprise. Et ce n'est pas en additionnant des compétences. C'est au contraire, c'est en libérant des gens de leurs compétences et en leur donnant de la liberté pour pouvoir interagir et se baser le moins possible sur des choses qui sont structurelles, quoi. Et ça passe par un mode éducatif qui n'est pas une optimisation du système actuel, qui est une rupture du système actuel. Et je vais même aller plus loin, je vais vous expliquer de mon point de vue, c'est aujourd'hui, plus un système éducatif est performant, plus il est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, si vous avez un système éducatif classique comme on a aujourd'hui, bon, il marche plus ou moins. Mais comme on n'a pas clairement défini l'objectif, finalement, il y a un certain nombre de gens qui s'en échappent, qui arrivent à ne pas être comme tout le monde. Et grâce à ces gens-là, l'ensemble du reste à la fin marchouille. Alors, je ne dis pas qu'on a besoin de 0 personne qui soit opérationnelle, etc. Okay, mais on en aura besoin de moins en moins. Le trigger bouge, parce qu'on a des machines qui le font. Et ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a cette diversité. Et notre système, tel qu'il a été fait aujourd'hui, pour des très bonnes raisons, hein, parce qu'il faut juste se rappeler que notre système éducatif, il a été créé pour former des militaires et des curés. Hein. On hérite d'un système qui a été vraiment fabriqué pour ça. Okay, En France. Un militaire... En France. Je précise en France. Pas un peu partout. Maroc, on en a pas peut-être pas au Maroc. Mais... Non, mais je pense que l'ensemble de l'Occident a démarré comme ça parce qu'on était des nations guerrières qui se battaient les unes les autres, okay, et qu'on avait une église, enfin, un système qui maintenait l'ordre social là-dedans, et on a formé des armées de militaires et des armées de curés. Il fallait que ça marche. Et on n'attend pas d'un militaire d'être trop créatif, quoi. Je veux dire, il a une arme à la main, donc on a envie qu'il suit tout le monde, quoi. Donc on a besoin d'ordre. Et les curés, c'était pareil, on n'avait pas envie qu'ils réfléchissent trop. Donc on a organisé tout ça. Et ça a marché. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, hein. Ça a super bien marché. La population a cru énormément. On serait mort de faim, certainement, si on n'avait pas été capable de faire ça dans ces volumes. Donc c'est quelque chose qui a marché super bien. C'est juste qu'on est arrivé à un stade où on s'est libéré. Pendant très longtemps, on a besoin d'avoir des gens forts pour aller travailler dans les champs. Okay, bon, voilà, ça change. Et il y a quelque chose qui est assez amusant parce que beaucoup de gens, là, tout à l'heure j'ai entendu quelque chose dans ce qu'on disait, est-ce qu'il y a des dangers à ces choses-là? C'est-à-dire que moi j'ai participé à une commission en France autour des mathématiques. En gros, les profs de prépa en France vous disent ouais, les étudiants sont devenus idiots, ils comprennent plus rien à rien, ils n'arrivent plus à lire, ils n'arrivent plus à se concentrer, tout ça, très bien. Okay, sauf que moi, à l'autre bout, je fais partie d'associations où on fait des robots. Les gamins, ils n'ont jamais fait des robots aussi bien. Okay, donc on a une dissonance. Mais c'est vrai que si aujourd'hui, par exemple, on notait les gens sur leur capacité à tirer à l'arc, ils seraient moins bons qu'avant. Avant, on était super bons à tirer à l'arc. Là, le truc, c'est qu'il y a un moment donné, quand vous gardez les mêmes critères et que les choses changent, ça ne marche plus, quoi. Je veux dire que quand on regarde aujourd'hui comment fait des mathématiques un jeune, effectivement, il ne fait pas des mathématiques comme quand moi j'étais jeune. Okay, mais n'empêche, quand il résout les problèmes, il les résout. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui font des mathématiques, il y a Mathematica, il y a plein de raisons qui n'ont aucune raison de faire des mathématiques comme on le faisait avant. Alors, c'est sûr que le prof de prépa qui est à H4, il a l'impression que c'est une catastrophe parce que ces gamins, ils font plus 30 intégrales par minute, quoi. Bon,
Ok, je le comprends, pour lui c'est une catastrophe. Mais dans la réalité concrète, quand vous mettez des gamins, moi j'anime des tonnes de groupes de gens sur des concours informatiques, des concours de robotique, ils sont super créatifs, plus que jamais. Aujourd'hui, on n'a jamais autant créé qu'avant. Et nos gamins sont hyper efficaces. Quand vous mettez des gamins à jouer sur World of Warcraft, où ils font un truc à 300 en se coordonnant en autonomie, c'est-à-dire ils gèrent une complexité de choix politiques délirante. Okay, ils font des choses qu'aucun de nous ne savait faire à notre époque. On avait besoin d'un mec qui nous disait où tu t'assois, etc. Donc il faut toujours relativiser. Quand on regarde avec un outil, qu'est-ce qu'on regarde? C'est-à-dire que effectivement, ça change. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? C'est pas. Vous voyez, on est un peu figé dans un truc où on regarde avec les yeux du passé tout le temps les choses. Je profite de ce regard de gamer sur une situation holocratique, on va dire, et je rebondis avec Benoît sur le rôle du manager de demain. Est-ce que le management, justement, qui a tendance à être plutôt ancré dans des systèmes hiérarchiques de monitoring et de supervision, est-ce qu'aujourd'hui, il est en train de changer vers ce management peer-to-peer, collaboratif, et comment on fabrique les managers de demain qui vont pouvoir créer l'entreprise selon la vision de Ça présuppose de qu'il y ait Nicolas. des managers demain. Je ne sais pas. Justement, est-ce que le C'était un manager... axiome dans ta question. Non, mais est-ce que le manager de demain a encore un sens? Est-ce que chacun se manage tout seul? Et puis finalement, c'est quoi la formule du management de demain? Je ne suppose pas que le manager va garder sa place. Alors, vous donnez la formule exacte. Oui. On l'a bien compris dès le départ. Mais le propos est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, parler du manager de demain, il y a différentes organisations d'entreprise qui se dessinent. On en a tous vu des cas différents. La question, effectivement, c'est la question de la façon dont on va laisser, vous parliez de créativité, d'esprit d'innovation, etc., se mettre en œuvre. C'est vrai que aujourd'hui, beaucoup d'actes de formation ou d'initiatives d'apprentissage, elles sont là pour faire en sorte de booster la créativité, l'autonomie, la connexion, l'interactivité, de faire en sorte que chacun ait finalement la possibilité d'apprendre à apprendre par lui-même. Et c'est vrai que en parallèle, alors même si ça peut paraître un modèle qui est, je ne sais pas, ancien ou obsolète, le rôle des managers doit rester de favoriser cela, donc doit être de l'accepter aussi, et on est toujours quand même dans un système où les entreprises, dans leur direction, doivent favoriser, booster, appuyer, promouvoir cela et donc être elles-mêmes convaincues. Et c'est à ce prix qu'on pourra avoir vraiment des marges de créativité, d'autonomie, des marges de manœuvre qui sont exceptionnelles. Mais il y a du chemin encore à faire, puisque aujourd'hui, la notion même de management, c'est la notion de... on va dire, la thématique qui prédomine, c'est celle de contrôle de l'exécution d'un ordre donné. C'est pas vrai dans toutes les entreprises, mais quand même c'est le trait dominant qui sort. Même dans les méthodes de management que l'on veut modernes, etc., on va dire les vieux réflexes reviennent au galop. Donc ça veut dire qu'il faut pousser, déstructurer l'apprentissage, le restructurer et aller sur ces types d'approches qui sont relativement nouvelles. Après, la limite dans cette pensée qui peut arriver rapidement sur un top management, par exemple, c'est de dire oui, mais est-ce que vous me garantissez que ça sera meilleur que maintenant? C'est toujours la question entre guillemets, du retour sur investissement, qu'il soit en termes de capital humain, de talent financier ou je ne sais pas quoi. Et donc, quand on n'a pas la réponse, on a peut-être tendance, si on ne pousse pas très très haut, à rester dans un esprit qui est conservateur. Voilà. Ouais. Et c'est tout. Ce que dit Nicolas, c'est justement d'aller sur des thématiques de destruction, que j'ai compris. Il est impossible d'avoir la réponse parce qu'on est dans un jeu réentrant. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu as la meilleure stratégie, si tout le monde l'applique, c'est plus la meilleure, quoi. Donc il y a un problème de réentrant. Je donne juste l'exemple, par exemple, de Netflix qui, en termes de RH, a libéré les collaborateurs en disant le solde congé il est infini, prenez le temps que vous voulez, au moment où vous voulez travailler, vous venez. Donc les gens cherchent un nouveau chemin. C'est pas sûr qu'on ait la formule, Cyril. Oui, alors c'est un bon exemple, Netflix ou Google, qui étaient engagés dans le full télétravail, et puis du jour au lendemain, ils disent vous revenez tous au bureau. Parce qu'effectivement, l'entreprise perd le contact avec le salarié. Alors après, on peut avoir une vision du monde
il peut y avoir plusieurs visions du monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs choses qui me semblent vraiment importantes. Et on voit un certain nombre de groupes qui lancent des programmes de formation où on veut faire devenir au manager, prendre le rôle de coach, manager-coach, au sens entraîneur. Hein, et ça me semble être un élément majeur qui est voilà, la capacité à embarquer les salariés dans une évolution profonde de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Ça, c'est un élément qui me semble vraiment essentiel. Hein, et associé à ça, on voit quand même des entreprises qui essayent de trouver comment agir sur ce levier culturel. Hein, alors, effectivement, les entreprises ont quand même un ADN, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a une histoire, mais la rupture qui peut être engagée ne peut se faire qu'à un certain rythme. On ne peut pas casser une entreprise. Hein, et donc, il me semble qu'il y a aussi le sujet du dosage. Hein, quel est le bon dosage pour faire bouger au bon rythme l'entreprise dans la capacité à avoir les talents de demain qui vont permettre de réussir la mutation, la transformation qu'elle engage. Et c'est ça l'enjeu. Hein, c'est vraiment ça l'enjeu. Passant, et je reviens sur cet exemple de cette grande entreprise qui a lancé ce programme mondial Manager Coach. L'idée, c'est bien d'embarquer tout le monde dans des approches beaucoup plus orientées codev, dans des approches beaucoup plus orientées design thinking, beaucoup plus orientées gamification, peu importe, ça ce sont des outils, mais qui amènent à repenser collectivement et à préparer l'entreprise de demain. Je pense en fait qu'on va toucher à la question du collaborateur roi, parce que quand je vois par exemple Amazon qui a mis en place son système de suivi, de monitoring algorithmique des collaborateurs, mais qui après s'est retrouvé avec le retour de flamme où les collaborateurs se mettent en syndicat pour arrêter le système, parce que c'était plutôt un système qui était au service des objectifs de l'entreprise, mais pas spécifiquement du collaborateur. Ou bien Glovo, Uber, qui partout dans le monde se retrouvent avec des réglementations qui les obligent à recruter des gens qui, dès le départ, n'étaient pas censés faire partie de l'entreprise, mais plutôt des collaborateurs externes. Donc, comment faire cette mutation ? Parce que si on ne prend pas en considération également le point de vue du collaborateur et puis lui, qu'est-ce qu'il a gagné dans cette histoire de transformation, on va chercher par la suite des réponses réglementaires ou des réponses syndicalistes, etc. Et on pourra bloquer la machine. Alors là, le sujet qu'on aborde, en fait, c'est le sujet de la marque employeur. Et finalement, quelle est la différenciation de marque employeur d'entreprise et sur les sujets d'attractivité et sur le sujet de rétention des talents, qui est aujourd'hui un fléau. Cette guerre des talents, c'est vraiment le problème de bon nombre d'entreprises à travers le monde. Et donc là, effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, sur le court terme, dans une entreprise encore classique, effectivement, c'est tous ces parcours de carrière qui doivent être mieux orchestrés, mieux animés. Et effectivement, cet accompagnement qui n'a rien à voir avec les éléments de gestion administrative qu'il peut y avoir par le passé, qui sont vraiment des accompagnements dynamiques du salarié, du manager et même du décideur dans l'entreprise. Voilà. Et là, il y a aussi un mouvement de fond qui s'opère. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir de plus en plus la place du DRH ou de la DRH au plus près du CEO de l'entreprise. C'est pas un hasard. Et ça, c'est un mouvement profond et qui va même un petit peu plus loin. C'est la place du ou de la DRH comme pilote de la transformation de l'entreprise, au-delà même des sujets RH. Bien évidemment, ce sont les partenaires de la transformation. Les premiers partenaires de la transformation, c'est le département RH. Parce que c'est le contact avec le collaborateur et c'est le représentant du collaborateur, en fait. Tout à fait. Pour construire le mot de la fin, on partirait sur des recommandations. Donc, quels sont, à votre avis, chacun selon son angle d'attaque, les 3 points stratégiques à mettre en place si on veut construire la Digital Nation, mais ça c'est juste le contexte qui nous réunit, mais comment effectivement accompagner individus, organisations, chacun à son niveau, vers cette transformation, dans l'ordre que vous voulez. Donc, les recommandations, c'est à qui ? On parle pour des entreprises, on parle pour la nation. Moi je pense qu'il y a un trait commun à tout ce qui fait qu'on a
c'est en fin de compte, c'est le contrôle et la confiance, quoi. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on parle d'une entreprise, moi j'ai participé à plusieurs entreprises entre guillemets dites libres. Qu'est-ce qui change entre une entreprise libre? C'est la confiance. C'est-à-dire que les datas sont toutes accessibles. Il n'y a pas un truc qui est fait dans un COMEX, dans un coin, et les salariés ne savent pas ce qui se raconte. On est transparent et on parle de tout. C'est la même chose, je pense, au niveau de notre système éducatif. C'est-à-dire que beaucoup de choses, beaucoup de règles sont mises en place et de décisions sont mises en place parce qu'on manque de confiance à la fois dans les étudiants, à la fois dans les profs, c'est-à-dire que chaque étage se méfie du suivant. Quand on arrive à restaurer cette confiance et qu'on a une certaine forme de confiance en soi aussi, c'est-à-dire qu'en soi, j'entends en tant qu'entité, en tant qu'institution ou en tant que truc, et qu'on arrive à porter, on change profondément les choses. Penser que... Ouais, moi, je vois toujours les gens... J'ai participé à plein de trucs, on est toujours dans une situation où on dit « Oh, mais ils vont faire ci, ils vont machin ». Et en réalité, quand on le fait, la plupart du temps, on est surpris, ça se passe plutôt dans l'autre sens, quoi. Parce que, mine de rien, les êtres humains, ça aime plutôt apprendre. Ça génère du plaisir, hein. On est même câblé pour. Hein. Il y a un plaisir, il y a une partie physiologique de plaisir à l'apprentissage. On est des gens ultra sociaux et ultra collaboratifs. Quand on le laisse faire, on est... Voilà, je ne dis pas que je ne suis pas dans le truc complètement bisounours. Il y a du travail à faire, mais ce travail, en général, il est vicié par un manque de confiance au départ. Donc je pense que si on parle de la nation, la première chose, c'est de restaurer la confiance qu'on a dans les populations et de leur redonner une partie de leur liberté, parce que c'est cette liberté qui crée de la valeur ajoutée. C'est quand on a un groupe de gens libres qui a des problèmes, qui trouvent des solutions, qui s'organisent, qui en général fabriquent de l'innovation. C'est rarement, quand on dit à des gens, quand on a une direction qui dit « bon allez, vous allez être innovant », ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de sociétés qui sont extrêmement efficaces, parce qu'elles vont... On a l'impression qu'elles font des trucs où elles lâchent les trucs, mais en réalité, c'est le contraire. C'est qu'elles donnent... Elles inspirent en laissant les gens libres de participer à cette inspiration. Très bien. Ouais. Benoît, des recommandations Dans les remarques de Nicolas me faisaient penser à la notion de contrat, c'est-à-dire que, je ne parle pas au sens juridique du terme, c'est quand on est dans une équipe, quand on est dans une entreprise, quel est au départ finalement le contrat dans lequel la confiance, la liberté, etc. sont mises en avant, et derrière comment le système garantit que chacun pourra apprendre et pourra, on va dire, faire bénéficier chacun de ses apprentissages. Donc, passer outre le cap de la peur, par exemple, des réticences, des craintes, etc. Mais c'est vraiment aller de l'avant. Et dans tout ça, à nouveau, moi, je reviens à un des points de départ que j'avais cité, c'est les technologies, elles sont là pour appuyer toutes ces transformations, tous ces modes de pensée, mais elles doivent rester des supports invisibles et efficaces. Voilà, c'est mon mot. Très bien. Cyril ? Oui, mais je vais compléter, mais je suis totalement aligné. Je pense qu'il y a ce sujet, effectivement, de l'utilisation du numérique dans toute cette logique d'apprentissage, hein, comme moyen et non pas comme une finalité, c'est-à-dire voilà, la capacité à le positionner en apport, en support, hein, des différentes démarches. Ce qui amène finalement aussi à se dire, et notamment dans ce contexte où on en parlait, il y a de plus en plus de RPA, enfin, d'automatisation, on va mettre de l'intelligence artificielle, on va effectivement complètement obérer ou réduire un certain nombre de tâches, notamment administratives, et même des tâches avec une certaine valeur ajoutée. La question qui est derrière, c'est est-ce que l'humain sera toujours au centre de l'entreprise? Et je pense que ça, c'est un point d'attention, un point de vigilance, hein, pour l'avenir, qui n'est pas du tout incompatible avec le fait d'accélérer sur ce volet du numérique, et notamment dans le volet de l'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer un peu en permanence, hein, et qui finalement doit quand même... l'humain a besoin d'être dans une communauté, il a besoin d'un sentiment d'appartenance, quelle que soit cette communauté, et effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles, un certain nombre d'éléments qui soient structurants pour faire en sorte que tout simplement, alors on puisse avoir cette confiance, mais qu'on puisse avoir un épanouissement, voire même, dans certains cas, j'espère dans beaucoup de cas, du plaisir au travail. Parfait. Je résume, je dirais, on a commencé par de la technologie dans l'éducation, mais finalement, on a petit à petit fait disparaître la technologie, comme le désire un peu Benoît. Et l'idée, c'est de se concentrer effectivement sur les valeurs qu'on veut transmettre, sur le mode de management qui donne sa place à tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de bonheur au travail et de plaisir au travail, pourquoi pas, tout en garantissant confiance et transparence
selon les mots de Nicolas. Et je pense qu'avec ces quelques phrases, on peut résumer un peu le fond du sujet, même si on ne peut pas tout faire rentrer sur un créneau de 45 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, une ou deux questions? Il est 13h pile poil, donc le train s'arrête. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, Karima. Alors, premièrement, je voudrais vous remercier. C'est vraiment un échange très riche. Vous avez démarré à parler du système éducatif, de l'apprentissage et du levier de la transformation comme élément, on va dire, accélérant et en renversant un petit peu le mode d'apprentissage. Je voudrais ouvrir une parallèle, si vous permettez, sur aujourd'hui, de l'autre côté, il y a des technologies qui sont là, émergentes et qui sont utilisées, mais d'une manière un petit peu à sens contraire. Je m'explique. La réalité augmentée et la 3D, aujourd'hui, il y a des systèmes, des solutions qui permettent à l'employé, on parlera peut-être à un niveau opérateur, qui soit assisté sans pour autant apprendre à exécuter ces tâches moyennant justement l'accompagnement à travers la réalité augmentée et la partie 3D. Donc ils peuvent visualiser par exemple pour un changement de pièce sur une machine, le catalogue avec les propositions, les instructions à suivre. Et là, c'est vraiment on va dire le chemin inverse de l'apprentissage. J'aimerais bien avoir votre input. Alors, on peut répondre? En réalité, de mon point de vue, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est dans une phase transitoire. C'est-à-dire que ces capacités d'IA sont en train de grignoter le travail des gens, et donc on se retrouve avec des gens qui ont une partie de leur job qui est en interface avec une IA, et cette IA leur vole de plus en plus cette partie créative. Et en même temps, on n'a pas réussi à libérer la partie créative pour être actif. Donc ils sont en train de se faire un peu écraser, comme on s'est retrouvé dans ces Chaplin, quoi. On s'est retrouvé avec des usines où la personne devient un objet de la machine. C'est-à-dire qu'elle a un bout de rouage qu'on ne savait pas faire, qui était trop compliqué, donc on a mis un être humain au milieu d'une machine et il est lui-même une machine. Moi, je me rappelle avoir vu, quand j'ai été stagiaire aux mines de Douai, je voyais des gens qui recevaient avec un écran en disant « tu prends la cassette 63, tu la mets dans le lecteur 27 ». Et toute la journée, c'était une interface, c'est une machine, c'est des êtres humains. Donc ça, c'est une phase transitoire qui va disparaître petit à petit parce qu'on va être capable de faire cette partie qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas la faire, complètement de façon automatique pour pouvoir aller la libérer. Donc à mon avis, je dirais c'est un effet secondaire de notre capacité petit à petit, qui est un effet positif, hein, parce que juste un truc beaucoup de gens ont très peur d'arriver des IA. Ils se disent ça va faire disparaître des jobs, etc. Mais ça va faire disparaître des jobs inhumains. Aujourd'hui, j'étais aux États-Unis, les chauffeurs de camions se plaignaient qu'ils allaient disparaître. Mais du point de vue de l'humanité, c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de chauffeurs de camions dans les camions, quoi. C'est pas un métier, pour un être humain, c'est pas normal de passer 10 heures au volant, d'aller tout droit sur des autoroutes. Il y a des accidents, les IA feront beaucoup moins d'accidents. Enfin, globalement, c'est un progrès. Alors sur le moment, je comprends. Il faut gérer le problème social de tous ces gens-là qu'il va falloir reformer, etc. C'est un très très gros sujet. Mais globalement, on est en train de progresser. C'est-à-dire, objectivement, un cerveau humain, c'est fait pour faire mieux que faire la téléopératrice à répondre des trucs, etc. On peut faire mieux. Donc il faut qu'on arrive à prendre totalement cette tâche, il faut qu'on arrive à le faire en entier, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. On n'est pas capable de conduire n'importe quel camion, n'importe où, etc. Mais on va y arriver pour libérer des êtres humains, pour faire des choses à plus haute valeur ajoutée. Je voulais juste rajouter un truc, parce que j'ai pensé à un truc quand on disait tout à l'heure, parce qu'on a éliminé la technologie de notre histoire, mais en fin de compte, ce n'est pas tout à fait vrai, hein. En réalité, en tant qu'être humain, on fait de l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle est limitée parce qu'on a des moyens de communication en groupe qui fait qu'à partir de 7-8, ça commence à déconner. Et là, la technologie nous apporte des solutions. C'est-à-dire que la technologie nous permet de nous connecter et d'échanger. Et quand on regarde le progrès globalement scientifique, et pour la majorité des progrès des êtres humains, il est lié à notre capacité d'interconnexion, à la fois globale, avec du différé, et à la fois immédiate. Et notamment l'intelligence collective est très fortement liée à la capacité de connecter immédiatement. Donc il y a une vraie capacité à acquérir des outils technologiques pour pouvoir augmenter son interface avec les autres.
Okay, l'objectif n'est pas d'utiliser des outils machin pour les trucs, c'est vraiment, en tant qu'être humain, on participe à un collectif intelligent, et là, les outils technologiques font quelque chose que rien d'autre ne sait faire, qui nous permet de nous interconnecter activement et de plus en plus, et on est en train d'avancer beaucoup sur ce sujet. Donc là, il n'y a pas complètement une disparition de la technologie. Par contre, utiliser la technologie pour faire la même bidouille qu'avant, ça n'a aucun intérêt, quoi. Très bien. Benoît, une réaction sur la question? Non, très rapidement, ça me faisait penser à votre remarque aux recherches dans le domaine de la performance, par exemple dans l'usage des systèmes ou des produits, où en fait on dit typiquement il y a 4 leviers, c'est-à-dire qu'il peut y avoir l'expertise, et là vous dites finalement à travers le système on la diminue un petit peu, parce que un des autres vecteurs c'est finalement l'accès à la performance, la technologie embarquée qui permet de faciliter le process. On peut travailler aussi sur la motivation de l'individu à utiliser dans tel ou tel sens le produit. Et donc la question qui se pose derrière, c'est la question du dosage et du choix de l'entreprise par rapport à ça, ou du choix de l'opérateur, ou du choix de l'équipe. Voilà. Mais ça fait partie effectivement des questions clés. Ouais. Voilà, et peut-être pour terminer sur ce point-là, ce sujet, effectivement, moi je trouve très important de libérer l'énergie, libérer de la capacité de réflexion, de la capacité de penser, tout simplement. Effectivement, on a peu le temps. On est très en mode réactif dans le mode de l'entreprise et assez peu en mode proactif. Et ce qu'il y a derrière, c'est effectivement ce sujet de l'intelligence émotionnelle aussi, qui est un élément majeur et qui est certainement un levier très fort dans l'évolution de ces entreprises, mais qui aujourd'hui est très limité, que ce soit au niveau, à commencer par le niveau C-level, le niveau COMEX, et encore plus quand on descend jusqu'au niveau du salarié. Voilà. Donc je pense que l'apport de ces technologies doit libérer, je crois que c'est le bon mot, doit libérer cette bande passante pour faire autre chose, pour faire différemment. Très bien. L'IA dans l'oreillette me dit qu'on doit, on doit arrêter. De toute façon, je vous invite à rentrer en contact avec les intervenants. Ils sont encore là pour le déjeuner, puis l'après-midi, si vous êtes tous ici. Et de toute façon, la cérémonie de clôture se passera l'après-midi à partir de 14h, c'est tout le programme, et la cérémonie, elle est un peu plus tard. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre lors de la clôture de ces 2 journées très intenses. Et je vous remercie.